Bonjour à tous, excusez-moi, j'ai un peu de retard. La connexion a été un peu laborieuse. Bien, je vais partager mon écran. Alors, si ça veut bien. Donc, on s'était quitté la dernière fois que l'on avait parlé de fonderie, c'était l'année dernière. Donc, on avait vu ensemble les différentes modifications qu'il fallait opérer sur un dessin de pièce pour pouvoir rendre cette pièce tenable, hein, en fonderie, donc pour la partie réalisation des surfaces brutes. Là, y arriver. Hop, j'y suis presque. J'y suis presque. Mais voilà. Ok. Donc on s'était vu la dernière fois. Nous avions vu les conditions technologiques nécessaires pour passer sur une obtention de brut par fonderie, donc la mise en place de dépouilles qui permettait soit de démouler la pièce lorsque l'on était sur un moule permanent, soit d'enlever le modèle quand on était sur un moule non permanent. Ensuite, on avait vu qu'il y avait un retrait du matériau lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, il fallait grossir les dimensions et augmenter les dimensions de la pièce pour pouvoir, à la fin, revenir sur une pièce conforme à ce que l'on souhaite. On intégrait, bien entendu, les surépaisseurs d'usinage dans la définition du moule, puisque le processus de fonderie génère en surface, hein, il y a beaucoup d'échanges thermiques avec le moule, et on va avoir donc un composé qui n'est pas terrible d'un point de vue métallurgique, et que l'on doit enlever lorsque on va attaquer les phases d'usinage, pour peu qu'on soit bien sûr sur des surfaces fonctionnelles. Pour toutes les autres surfaces, on va les laisser brutes de fonderie. Et puis, il y avait un certain nombre de considérations également liées au procédé. Donc là, c'était des considérations thermiques qui nous imposaient de ne pas avoir trop de parties massives pour limiter les retassures et les phénomènes thermiques, hein, qui vont créer soit des cavités, soit des fissures à l'intérieur du matériau. Donc on essayait dans la mesure du possible d'avoir un refroidissement qui soit le plus homogène possible sur l'ensemble de la pièce. Et puis, donc une fois qu'on avait vu ça, on a regardé un petit peu plus précisément comment il fallait considérer ce refroidissement de la pièce. Et c'est l'objet justement de cette partie du cours, hein, fonderie avancée, donc sur ce semestre. On va regarder lorsque la pièce ne peut pas refroidir dans des conditions homogènes, eh bien, quels sont les éléments que l'on doit ajouter pour apporter de la matière liquide dans les zones qui refroidissent en dernier. Donc, toute cette partie-là va concerner le masselotage,
Donc, c'est la mise en place de ma slot, le dimensionnement de ma slot, donc avec la position de la slot, mais également ses dimensions. Et puis, on va regarder également le système de remplissage du moule, donc qui va être ajouté à la forme de la pièce pour pouvoir amener le métal liquide dans toutes les cavités de la pièce. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite sauvegarde des utilisateurs. Donc, c'est parti. Alors, vous avez sur votre sur Moodle le cours, donc qui est en PDF. C'est un cours un petit peu différent enfin pas différent dans le contenu, hein, mais dans sa forme de la présentation que je vais vous faire. Mais voilà, vous allez retrouver aussi quelques trous dans le poly. Alors après, vous faites comme vous le souhaitez, hein, suivant vos habitudes. Soit vous complétez manuellement, soit vous prenez des captures d'écran et que vous insérez ensuite dans le document. OK, on y va? Pas de questions, pas de problème, tout le monde est bien connecté. Donc c'est parti. Alors je ne verrai pas tout le monde, je ne verrai pas la discussion puisque je bascule mon écran, mais je reviendrai de temps en temps. Et puis si vraiment il y a des questions ou un problème technique, vous m'interpellez, vous prenez la main, le micro et vous m'interpellez. C'est parti, donc on va faire une partie courte. Donc là, vous allez écouter ce que je vais vous dire, vous poserez des questions à la fin si vous en avez. Et puis, on aura bien sûr un exercice à faire de dimensionnement de masselotage. Alors, cet exercice, puisqu'on doit se voir, je crois, la semaine prochaine, encore 2 heures, cet exercice, on verra si vous pouvez le commencer d'ici là. Sinon, ben, on le fera quand on sera ensemble pendant le TD. Alors, le système d'alimentation ou masselotage, donc on parle d'alimenter, hein, ce n'est pas le remplissage, hein, c'est de l'alimentation de la pièce. Il a pour but d'assurer le nourrissage de la pièce, c'est-à-dire de compenser les contractions de l'alliage. Alors, vous en doutez, vous avez quelques notions physiques. Au cours du refroidissement à l'état liquide, donc d'une température de coulée à la température du liquidus, et ensuite au cours de son changement d'état. D'accord. Alors, on distingue la température de coulée qui est toujours légèrement supérieure de la température du liquidus. Le liquidus, c'est la température de changement d'état. Et puis ensuite, toujours dans son refroidissement, au cours de son changement, donc du passage de l'état liquide à l'état solide ou de solidification. Et on désigne souvent sous le nom de masselotage, qui est plus évocateur que système d'alimentation, puisqu'on va créer les masselotes. Donc, tous les alliages utilisés en fonderie vont subir une contraction volumétrique quand ils passent de l'état liquide à l'état solide. Alors, ça dépend bien sûr, cette contraction, elle est plus ou moins importante. Ça dépend bien sûr de l'alliage, ça c'est évident, et puis de la température de surchauffe, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on va avoir une température supérieure. Alors, on va le voir, hein, c'est de l'ordre de 50 degrés environ au-dessus du liquidus. Alors, elle peut varier de 1% pour des fonds de grise jusqu'à 9% pour des alliages d'aluminium. Donc, pour une surchauffe identique, donc ici, on la donne à 150 degrés. Vous avez ici quelques valeurs indiquées, donc la valeur de surchauffe à 50 et la valeur à 150 degrés. Alors, comment on choisit cette surchauffe? Eh bien, je dirais que ça dépend de la complexité de la pièce, ça dépend du cheminement du métal liquide à l'intérieur de la cavité. Plus il aura de chemin à faire et de complexité dans son cheminement, plus on devra avoir une surchauffe importante. Donc les tables sont données pour ces deux valeurs de surchauffe à 50 et à 150 degrés. Et vous avez ici les valeurs donc en pourcentage de retrait volumétrique pour chacun de ces alliages. Voilà. Donc, vous le voyez, hein, comme indiqué, on va avoir des valeurs assez faibles sur des matériaux en bronze. Pour tout ce qui est fonte grise, donc elle est donnée ici, c'est de l'ordre de 1%. Et pour des alliages d'aluminium, vous voyez ici sur ces valeurs,
qui sont donnés, 6,5, 7,5, et on va aller jusqu'à certains, pour de la G6, jusqu'à 9%. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du métal et de la pièce pendant son refroidissement? Donc, lorsque un métal coulé se refroidit au contact d'une paroi, donc c'est bien sûr un échange thermique qui va s'opérer entre le métal liquide et la surface du moule. Donc, pour rappel, le moule, ça peut être soit une coquille métallique, d'accord, donc il y aura de l'inertie thermique, c'est-à-dire qu'entre deux pièces, on ne va pas pouvoir, sauf bien sûr à avoir des systèmes de refroidissement, mais on ne va pas pouvoir refroidir beaucoup le moule, donc il aura déjà une certaine température. Par contre, on va être sur dans le cadre de la fonderie sable, par exemple, hein, on va être sur un contact avec le moule qui sera en sable, qui sera donc à une température plus froide que dans le cadre de la coquille moule permanent. Donc, on aura un échange thermique qui va être un peu plus violent et davantage d'échanges thermiques. Donc, vous voyez ici, dans le cas de ce moule non permanent, vous avez ici le sable qui est représenté à droite, et à gauche, vous avez le métal liquide, donc qui va remplir la pièce. Donc, il y a une zone qui va subir un échange thermique important, hein. Donc là, c'est de la conduction qui va s'opérer. Cette conduction va rendre le métal solide sur le contact avec la paroi du moule, donc avec le sable. À l'intérieur de la pièce, on a une partie liquide, et puis on va avoir entre la zone A et la zone B, eh bien, une portion ici qui va contenir du liquide et du solide, donc qui est représentée un petit peu par des espèces de paillettes, hein, qui vont être des morceaux de métal qui vont se solidifier en filaments. Une chose est sûre, c'est que là-dedans, on va avoir donc une résistance mécanique, hein, qui va s'opérer pour l'écoulement du fluide. Donc on aura des pertes de charge, hein, qui vont avoir lieu. Donc le métal va se déplacer beaucoup moins rapidement à l'intérieur de ces couches en cours de solidification. Alors, lorsque l'on est sur le cas des solidifications en couche mince, alors on parle de couche, en fait, c'est cette dimension ici de la zone AB, c'est-à-dire la couche qui va être un peu transitoire entre les deux. Donc, suivant les matériaux, on n'aura pas des épaisseurs qui seront toujours les mêmes. Donc, lorsque l'on est sur une solidification en couche mince, donc, on va avoir cette zone AB plus la zone solidifiée qui vont être sur des épaisseurs dans les plus faibles, hein, que l'on peut avoir avec un alliage liquide. Donc, si l'intervalle de solidification est faible, la couche AB est réduite, et en fin de solidification, il suffit d'avoir une réserve liquide pour remplir la cavité centrale et obtenir une pièce saine. Donc, on va avoir progressivement ici une solidification qui va s'étendre vers l'intérieur de la partie de la pièce, et on va devoir alimenter assez facilement, en dimensionnant comme il faut, bien entendu, on va alimenter cette partie centrale, cette partie liquide, avec une masselotte. Lorsqu'on est sur des couches épaisses, donc l'intervalle de solidification est plus important, hein, la couche AB est épaisse, et en fin de processus, la masse centrale comporte des cristaux longs et enchevêtrés qui gênent le passage du métal liquide venant de la masselotte et destiné à compenser les vides dus à la contraction. Donc l'efficacité du masselottage devient moins évidente. Donc c'est tout ce qui va concerner les aciers dits à haut carbone, donc qui vont favoriser ici des cristaux enchevêtrés beaucoup plus rigides, et qui vont gêner le passage du métal liquide, des fonds dits à bas carbone, des bronzes et des alliages légers. Donc là, c'est là où on va avoir le plus de difficultés pour alimenter la pièce en métal liquide, et c'est là, bien entendu, où on va avoir des difficultés, et des problèmes de fissuration à l'intérieur. Donc, bien sûr, une pièce qui ne sera pas saine, qui ne sera pas convenable. Alors, voilà, en fonction ici des différents alliages que l'on utilise couramment en fonderie, donc ici, vous avez les alliages non ferreux, eh bien, le type de solidification
avec ici, en commençant par le haut, tous ceux qui ont des couches minces de solidification, et puis en descendant progressivement, des couches épaisses. Donc là, on va avoir des difficultés, bien entendu, sur ceux qui sont présents en bas, avec les couches épaisses de solidification. Donc la solidification suit un front de solidification, donc on y reviendra sur ce front de solidification, c'est en fait la face solide qui va se propager à l'intérieur de la pièce progressivement. Donc ce front ici est continu pour tout ce qui est couche mince, et puis on va avoir quelque chose de discontinu ou mixte lorsque l'on est sur des couches épaisses. Les défauts que l'on va observer, donc on aura des macro-cavités, bien entendu si le masselotage n'est pas convenablement fait, et puis ici des porosités, pocket éventuellement, qui vont être dans ces zones à couche épaisse. Alors, influence du degré de surchauffe. La surchauffe, c'est la différence entre la température du coulé, donc à l'entrée du moule, et la température indiquée par le liquidus. Au-delà de 50 degrés de surchauffe, la coulabilité augmente proportionnellement avec la température. La surchauffe augmente la fluidité, facilite en plus, augmentant la fluidité, facilite en plus l'élimination des impuretés en suspension dans le bain au repos, oxyde et scories. Donc bien entendu, c'est quelque chose qui va être favorable à la coulée, favorable également on voit à la santé de la pièce, puisqu'on va pouvoir purger les différentes impuretés qui sont à l'intérieur. Ça présente un inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est qu'on va apporter davantage d'énergie pour chauffer, pour augmenter cette température de surchauffe. Et puis on va augmenter aussi le temps de refroidissement. Donc augmenter le temps de refroidissement, c'est augmenter aussi le temps de cycle de réalisation des pièces. Donc vous comprenez, quand on augmente l'énergie de chauffe et le temps de cycle, eh bien, on va augmenter le coût de revient de la pièce. Donc, même si on cherche à faire une qualité irréprochable pour les pièces, on va chercher aussi à les faire dans un coût minimum. Donc, il y a forcément un inconvénient à cette surchauffe excessive. Alors, je vous passe tout l'équilibre thermique qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a à la fois de la convection qui va s'opérer, de la convection forcée, puisqu'il y a un écoulement hydraulique à l'intérieur de la pièce, donc des échanges thermiques dans la partie liquide. Et puis, il va y avoir aussi un échange thermique par conduction, donc c'est celui-ci qui va nous intéresser davantage. Vous connaissez tous les modes de transfert de chaleur, convection, conduction, rayonnement. Alors du rayonnement, on en a aussi. Donc le rayonnement, on va le trouver au moment du remplissage du moule, puisque le métal est à l'état liquide et va rayonner sur la paroi du moule qui n'est pas encore remplie. Donc on a quand même aussi des échanges de thermique suivant ce mode thermodynamique. Alors, si on s'intéresse donc à cette partie conduction avec le moule, et si l'on fait un bilan thermique, on va prendre en compte la chaleur nécessaire pour amener un alliage à la température, de la température ambiante à la température de coulée. On va également tenir compte de la chaleur qui est emportée par la pièce à son démoulage, c'est-à-dire qu'on ne la démoule pas à 20 degrés, la pièce, vous en doutez. On va la démouler, elle va ensuite se refroidir progressivement. Elle subira ou pas un traitement thermique par la suite pour stabiliser, qui peut être un recuit. Rarement on va faire des trempes derrière des pièces de fonderie. Éventuellement des trempes superficielles pour certaines zones. Mais toujours est-il qu'elle sort à une température qui est bien au-dessus de 20 degrés. Et puis, on va regarder aussi la chaleur qui est cédée au moule. Donc le moule, après, il va s'occuper, lui, de la diffuser et euh, de, de réduire cette température simplement avec le temps ou avec un système de refroidissement. Donc on peut avoir à l'intérieur du moule des canalisations, des conduites qui vont transporter de l'eau, généralement, de l'eau froide, pour refroidir tout ça. Alors, on va pouvoir définir, donc il y a toute une démonstration
pour arriver ici sur les formules que je vous présente ici. On va définir ainsi un temps de solidification. Donc, le temps de solidification, en fait, c'est le temps pour passer de la température de coulée à la température de solidification de la pièce. Et on a ici une loi de Voronov qui nous donne ici la racine carrée du temps de solidification est égale à K fois V sur S. V sur S, c'est le volume de la pièce. S, c'est la surface en contact avec le moule qui dissipe la chaleur. Et ce rapport V sur S, il va être appelé M, c'est le module géométrique. Voilà. Donc, c'est le rapport entre le volume de la surface de la pièce ou de l'élément de la pièce. Il est exprimé en centimètres, ce module géométrique. D'accord? Alors, si on enlève le temps de solidification de la racine carrée, on va retrouver un autre cas, hein, bien sûr, c'est le cas 2 précédent, un autre cas, un autre coefficient, ici, qui est une constante, et ici un volume, un module géométrique qui va être élevé au carré. Donc, on le voit, la durée de solidification d'une pièce est proportionnelle au carré de son module géométrique. Pour s'assurer qu'une masselotte jouera son rôle d'alimentation jusqu'à la solidification complète de la pièce, il faudra que son module soit supérieur ou égal au module de la pièce. Donc ça va être un principe de base, c'est-à-dire que pour pouvoir alimenter en métal liquide la partie de la pièce, alors vous en doutez, la dernière qui se solidifiera, eh bien, il va falloir que l'on ait un bloc de matière liquide qui alimente suffisamment. Donc, on va tout simplement avoir un temps de solidification de la masselotte qui doit être supérieur à celui de la pièce, de la partie de la pièce qu'elle alimente. Donc, ça veut dire que le module de refroidissement, le module géométrique de refroidissement de la masselotte doit être supérieur à celui de la pièce. Donc, bien entendu, on va jouer sur les rapports entre le volume et la surface pour, d'une part, déterminer le module de refroidissement de la pièce, oui, et ensuite de la masselotte. Donc, on va voir qu'il y a des masselottes avec des formes prédéterminées et des rapports V sur S qui sont déjà prédéfinis. Alors, le front de solidification, on y arrive. La pièce, elle est constituée d'un ensemble de volumes, hein, un ensemble de parties plus ou moins massives, donc avec des modules géométriques plus ou moins importants. Et on aura ici une solidification qui va dépendre de ces modules de solidification. Donc, tel que vous le voyez sur cette pièce simplifiée ici, vous allez avoir la partie 1 qui va se solidifier en premier, parce que son volume, le rapport entre son volume et sa surface sont plus faibles que les autres. Ensuite, vous avez la 2 et enfin la 3. Voilà. Eh bien, on va pouvoir identifier sur la pièce un ordre de solidification. Et c'est ce qu'on appelle ici la solidification dirigée. Donc, c'est celle que l'on va essayer de maîtriser au maximum en ajoutant ici des masselottes. Donc, on pourra, dans certains cas, modifier la position des masselottes pour pouvoir orienter l'ordre de solidification dans l'autre sens. Voilà, donc ce front de solidification va se déplacer de façon continue dans l'ordre croissant des modules M1, M2, M3, des différentes parties contiguës d'une même pièce jusqu'au module MM de la masselotte. Donc artificiellement, on va prolonger la pièce, ici avec une masselotte, pour s'assurer que l'ordre de solidification sera toujours dans le même sens. OK? Donc, vous comprenez, hein, toute la difficulté va être de positionner cette masselotte. Bêtement, si j'avais mis la masselotte sur la partie 1, ici, eh bien, il est évident que 1 se solidifie en premier, eh bien, va bloquer le passage du métal liquide de la masselotte vers les autres parties qui en ont besoin. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est simplifié à l'extrême. Dans certains cas, ça va être un petit peu plus complexe. Alors, ce front de solidification, suivant la morphologie de la pièce, eh bien, va nécessiter plusieurs masselottes. Donc, on reprend ici sur deux
sur cette pièce, hein, qui a une forme qui comporte en son centre ici une partie qui va se solidifier en premier. On ne peut pas ici alimenter les deux parties 2 et 2' avec une seule masselotte. Donc là, vous avez un exemple où on devra utiliser deux masselottes, donc dimensionnées en conséquence. Hein. Vous voyez que la masselotte de droite est plus importante puisqu'elle doit alimenter une partie plus importante que celle de gauche. Alors, dans certains cas, on peut utiliser hein, des refroidisseurs qui vont permettre de modifier le module de refroidissement de certaines parties afin d'augmenter le rayon d'action de la masselotte. Donc, la masselotte ici va alimenter cette partie 3 et alimentera également la partie 2. Il se trouve qu'à un moment donné, sans refroidisseur, ici, on aurait une difficulté pour alimenter la partie 2, hein, puisque on se doute bien, la partie 3 va, a priori, hein, on n'a pas d'autres dimensions sur le plan, mais la partie 3 va refroidir en premier, enfin avant la partie 2, et on ne pourra plus alimenter la partie 2. Alors pour des raisons géométriques, ça peut être plus simple de placer la masselotte sur la partie 3 et de placer un refroidisseur ici. Alors ce refroidisseur, ça peut être, on en a, vous aurez quelques exemples ensuite, hein, ça peut être des parties qui sont en contact avec l'extérieur hein, sur le moule. Donc on va avoir ici une partie air ambiant hein, de ce côté-là, et puis surtout ça va être une partie métallique qui aura donc une capacité thermique hein, qui sera beaucoup plus faible et qui pourra refroidir beaucoup plus rapidement la partie de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est à dimensionner également. Hein, c'est un calcul qui se fait. Hein, il y a des abacs hein, qui existent pour dimensionner ces refroidisseurs. Alors, pour certaines, lorsque l'on parle de solidification dirigée, dans certains cas, lorsque l'on va regarder les épaisseurs, hein, vous vous en doutez, on va réduire les épaisseurs au minimum hein, pour réduire la quantité de matière et réduire aussi les différentes surépaisseurs d'usinage. Donc lorsque l'épaisseur de la plaque B est inférieure ou égale, c'est une règle, hein, au tiers de l'épaisseur de la plaque A, la première n'a pas d'influence sur le temps de solidification de la seconde. Donc on va considérer que cette partie B, ici, ne va pas influer sur la plaque A. On pourra considérer cette plaque A comme si elle était toute seule. Alors, on va raisonner ici en ne considérant que la plaque A. Donc, on va réduire, en fait, on va simplifier notre calcul en réduisant sur une seule plaque, ici, qui sera directement l'épaisseur de la plaque E1, vous voyez, hein, et puis les dimensions de la plaque A dans ces trois dimensions. Quand ce n'est pas le cas, on va devoir considérer que la plaque B a une influence sur la solidification de la plaque A. Et à ce moment-là, il va falloir trouver une plaque équivalente qui aura des dimensions ici, qui sera la somme des deux. Et la dimension ici, B, qui sera celle de la plus grande plaque. Et puis dans l'autre sens également. Voilà. Donc on fera comme si on n'avait qu'une seule plaque, hein, vous le voyez ici. C'est ce qui permet de simplifier le calcul du masselotage. Alors, on va simplifier également lorsque l'on a des formes quelconques, des formes complexes. Hein, vous le voyez ici sur des aubes de turbine, avec une forme avec un intrados-extrados dessus. Hein, vous savez à quoi ça sert sur une turbine de réacteur. On va ici essayer de trouver en fait une forme prismatique dont les dimensions seront les plus proches hein, de celles d'une partie de pièce dont le module géométrique sera équivalent. Alors, ce n'est pas évident, hein, parce qu'il faudrait calculer la surface et calculer le volume de celle-ci pour pouvoir trouver ben, le parallélépipède qui va bien.
Donc, on a quelques règles ici qui sont données. Hein, d'abord en redressant la surface, ici. Alors après, il y a quelques abats qui existent, hein, mais on va surtout essayer de s'approcher. Hein, on n'aura pas forcément la précision exacte. Alors, bien entendu, il existe aujourd'hui des outils de CAO qui vont nous permettre de déterminer la surface et le volume de la pièce. Donc, on va simplifier cela dans bon nombre de cas. Alors, on arrive sur les formes des maslottes, détermination des maslottes qui vont être utilisées. Donc, il y a deux types de maslottes qui sont utilisées. Il y a les maslottes dites ordinaires, qui sont faites à même l'empreinte du moule, c'est-à-dire qu'on va prolonger les formes sur le modèle qui va servir donc sur les moules non permanents, mais on va le retrouver aussi sur les moules permanents. On va prolonger donc la forme de la pièce pour tailler hein, à l'intérieur de l'empreinte les maslottes, qui sont dites les maslottes ordinaires. Ensuite, on a les maslottes exothermiques, dont les parois sont en sable aggloméré, contenant des produits exothermiques qui, au contact du métal liquide, dégagent des calories, accentuant l'efficacité de la maslotte. Donc, vous voyez, on va pouvoir jouer également sur... on ne va pas utiliser le même sable que celui utilisé pour le moule. On va utiliser un sable spécifique, exothermique. Donc, exothermique, c'est-à-dire qu'il va essayer de ne pas dissiper la chaleur, hein, il va essayer de la contenir. On va essayer de protéger, d'isoler cette partie de la maslotte, cette partie du moule. Pour un volume donné, la meilleure forme de maslotte est celle qui possède un module de refroidissement le plus élevé. Donc, vous vous en doutez, le module de refroidissement le plus élevé sera obtenu avec une forme sphérique. Donc, c'est la sphère qui aura le module de refroidissement le plus élevé, c'est-à-dire le rapport V sur S le plus important. Alors, bien sûr, il va falloir, ça c'est l'idéal, on va s'adapter à nos conditions techniques, conditions technologiques, et on va retrouver ici deux types de maslottes. Les maslottes dites ouvertes, qui servent surtout à alimenter les parties supérieures et qui permettent de diminuer les hauteurs de châssis par rapport aux maslottes borgnes. Elles sont utilisées pour remplir le moule. Leur efficacité dépend du niveau de remplissage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter de ces maslottes pour pouvoir faire le remplissage. Alors, il y a deux avantages. D'abord, bien entendu, on va réduire le nombre de volumes supplémentaires ajoutés à la pièce. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis, en plus de ça, on va être ici sur une partie de la pièce qui sera coulée en dernier. Voilà, puisqu'on va terminer le remplissage par cette pièce-là. Donc, on va pouvoir gagner quelques secondes sur le temps de refroidissement de ces maslottes. Et puis, on a également donc, celles qui ne sont pas ouvertes, hein, qui sont... alors, de temps en temps, avant de passer à celle-ci, on va placer dessus une couverte. Donc, ce sont des couvertes qui sont généralement en céramique, qui sont posées en fait hein, dessus. Donc là, si c'est un moulage manuel, eh bien, il va falloir poser la couverte sur la maslotte. Et en fait, ça évite d'avoir de la dissipation de la chaleur. Hein, on va isoler la maslotte avec cette couverte. Et puis ensuite, on a les maslottes borgnes. Donc là, bien entendu, pas de possibilité de remplir par ces maslottes. Elles sont plus difficiles à réaliser que les précédentes, mais présentent l'avantage d'avoir un volume bien défini, de ne pas nécessiter de couverte, hein, puisque le volume à l'intérieur de la maslotte sera protégé par l'ensemble du moule en sable tout autour. Alors, de temps en temps, il est nécessaire que la partie liquide de la maslotte soit en communication avec l'atmosphère, sinon le vide qui se forme à l'intérieur de la maslotte tend à s'opposer à l'écoulement du métal vers la pièce. Donc, le problème, c'est que pendant le remplissage, on peut avoir ici, c'est un petit peu comme vos flancs
pas citer les flambis, hein, si vous n'avez pas la petite opercule à enlever, il ne va jamais descendre et se démouler. Donc ça c'est le risque que l'on peut avoir. Donc dans certains cas, on va utiliser ici des petits angles ou des petits noyaux en sable qui vont être présents ici, qui vont avoir pour effet de casser cette bulle en dépression, hein, et de favoriser en fait un écoulement qui sera plus rapide par les parois de chaque côté. Voilà, donc on peut avoir ces petites choses à ajouter, hein, sur la forme de la mascotte. Est-ce que tout va bien? Ça a l'air d'aller? J'ai perdu personne? Ah, j'en ai même qui sont arrivés. Je suis à 58, donc moi-même. Donc on doit être à 57. Je vais refaire une petite sauvegarde là, quand même, des utilisateurs pour voir qui est là et qui n'est pas là. Bon, ça marche pas mal, hein, Big Blue Button. En fait, l'année dernière, ça marchait pas très très bien parce qu'on avait des serveurs qui étaient à la limite. Et là, ils ont changé les serveurs en début d'année. Et on était à 6000 utilisateurs, on était à 6000 utilisateurs en temps réel. Et l'objectif, c'était d'arriver à 10 000 utilisateurs en temps réel. C'est-à-dire que tout le monde, 10 000 personnes connectées en même temps sur Big Blue Button. Alors bien sûr sur des sessions différentes, mais derrière tout ça, les serveurs qui supportent tout ça, bah, ils sont là pour tout le monde, donc pour les 10 000. Voilà, donc je pense que même si on est sur des heures un peu chargées, là, il y a un trafic un peu important, ça doit quand même fonctionner. Donc il n'y a que Clément Devlan qui a quelques soucis, mais bon, si on en perd quelques-uns, c'est pas grave. Non, je plaisante. Ouais. Après, ben, c'est les connexions Internet, hein, bien entendu, qui font la limite, hein. Oui, Justine, on va les différents types de Maslot. Ah oui, d'accord, exact. Donc je reviens un petit peu en arrière. Euh, voilà, donc les Maslot ordinaires et les Maslot exothermiques. Voilà. Pas de questions. On continue donc. Donc juste avant les Maslot bornes, les Maslot ouvertes servent à alimenter les parties supérieures. Et les Maslot borgnes. OK. Donc, dimension des maslots. Alors, le rapport entre la hauteur et le diamètre de la maslotte s'appelle l'élancement. Alors, généralement, pour les maslots ordinaires, on va avoir un élancement de 1,5. Ensuite, on va avoir des conditions sur la dimension de la maslotte en fonction du coefficient de dissipation du matériau. Donc là, on va parler de chaleur massique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Euh, dans le temps, on faisait de la thermodynamique en GMP. C'était assez utile. Moi-même, j'avais fait un DUT GMP à l'époque. On faisait de la thermodynamique. Alors, j'avais pas tout compris à l'époque.
Et puis après, en poursuivant mes études, j'ai de plus en plus compris quand j'ai vu les applications. Et je crois que l'application qui a été la plus marquante et celle qui m'a permis de comprendre beaucoup de phénomènes thermodynamiques, c'est la fonderie. Et en fonderie, en fait, il y a énormément d'échanges de chaleur. Et c'est là où j'ai compris ben, tous les principes fondamentaux. C'est là où j'ai compris ce qu'était une chaleur massique. Et justement, ben, suivant les matériaux, on a une chaleur massique qui est plus importante. Je dirais c'est un peu comme quand vous faites chauffer votre plat dans un micro-ondes. Il y a certaines parties du plat, suivant les aliments, qui vont se refroidir très rapidement. Et puis il y en a d'autres qui vont garder la chaleur hein, plus longtemps. Alors c'est vrai, c'est souvent lié pour les plats à la quantité d'eau qui est à l'intérieur, mais suivant les matériaux, on va avoir, et pour les alliages coulés, on va avoir des chaleurs massiques qui sont différentes. La plupart du temps, on va utiliser ici des modules de refroidissement pour la maslotte qui seront supérieurs à celui de la pièce. Et on va avoir un coefficient ici de 1,2 en proportion. Et puis, on a une règle aussi pratique qui définit le diamètre de la maslotte à 6 fois le module de refroidissement de la partie de la pièce qui est alimentée par la maslotte. Alors, il y a une petite particularité ici sur les fonds grises, moulées en moule rigide. Hein, vous voyez, là, c'est deux valeurs presque extrêmes. Il faut aller piocher dans les abacs pour trouver les bonnes. Où on va avoir ici un module de refroidissement de la maslotte qui sera plus petit que celui de la partie de la pièce. Tout simplement parce que sa chaleur massique elle est plus importante et il va pouvoir conserver la chaleur plus longtemps. OK. Alors ici, ben, vous voyez donc après MM, MP et D, les valeurs. Donc avec ici les conditions aussi sur le diamètre. Donc le rapport H sur D et lancement pour des maslottes exothermiques sera égal à 1, avec ici des conditions sur le rapport entre le module de refroidissement de la maslotte et le module de refroidissement de la pièce et la dimension, le diamètre de la maslotte. Ensuite, donc ça, on va le revoir après concrètement dans l'exercice hein, que vous ferez. C'est tout à la fin du cours. Ensuite, on va regarder la liaison maslotte-pièce. Cette liaison doit faciliter l'écoulement du métal vers la pièce en rejetant toute la retassure dans la maslotte et suffisamment loin de la pièce pour que celle-ci soit intacte. Je vous avais montré quelques pièces où on voit des maslottes avec des systèmes de remplissage, où on voit des cavités qui se forment. Hein, c'est des petits puits qui se forment à l'intérieur. C'est inévitable. C'est inévitable parce que entre le moment où on arrête d'amener le métal liquide et le moment où on va démouler la pièce, donc il n'y a plus de métal qui arrive, donc forcément la contraction fait qu'on va avoir à un endroit eh bien, la matière qui va diminuer, hein, qui va se rétracter. Donc l'objectif, vous avez bien compris, c'est que ce soit sur la partie qui ne concerne pas la pièce, qu'on ne retrouvera pas sur la pièce ensuite. Donc vous voyez ici par des schémas tout simples, des cas où justement ben, on va avoir ici une partie de la retassure, hein, donc cette partie qui va être due à la contraction de la matière, qui va se propager, qui va descendre beaucoup trop creux. Donc là, ben, très clairement, c'est les dimensions de la maslotte qui ne sont pas suffisantes, notamment sa hauteur. Donc, si on suit les règles pratiques, les règles de l'art qui sont données dans les abacs, ça ne doit pas arriver. Alors, ça peut être beaucoup plus sournois, puisqu'on peut avoir ici une cavité visible en haut de la maslotte, mais on ne verra pas ici eh bien, des retassures, hein, des fissures, des manques de matière qui vont être plus à l'intérieur de la pièce. Donc, qui vont même concerner la pièce, vous voyez ici. Alors là, on peut supposer que c'est un problème d'écoulement du métal liquide.
on peut remettre en cause le diamètre ici de la masselotte. Précédemment, c'était la hauteur de la masselotte. Ensuite, on va avoir des liaisons trop importantes. Dans certains cas, ici, la masselotte va avoir une liaison qui est trop importante et qui finalement va créer ici une zone massive. Hein, vous voyez cette zone massive dans laquelle le phénomène de rétraction va se produire, c'est-à-dire que on va avoir toute la partie haute de la masselotte qui va se refroidir, qui deviendra solide. Et ici, on va être dans la zone qui sera encore un petit peu liquide parce qu'elle est trop importante. Et puis, vous pouvez avoir aussi des liaisons trop réduites hein, qui vont générer ici des manques de matière parce que la liaison se sera solidifiée et on ne pourra plus alimenter en métal liquide. Alors, les règles sont données ici hein, avec une forme prédéterminée que l'on va retrouver donc sur l'empreinte du moule. Alors, le moyen le plus simple pour conformer l'empreinte est d'assurer la liaison avec une galette en sable durci qui facilite le placement des masselottes sur les parties difficilement accessibles. Donc, on va utiliser des masselottes, des galettes hein, de liaison qui sont toutes prêtes, faites avec un sable durci. Et on va pouvoir retrouver ici notre forme de liaison avec la pièce directement. Alors, vous avez ici dans ce tableau, pour trois grandes catégories de matières, eh bien, les diamètres ici des connexions avec la pièce et les longueurs ici de ces empreintes hein, qui sont données là. Alors, pourquoi elles ont cette forme aussi c'est pour pouvoir être découpées hein, beaucoup plus facilement. Donc, on va avoir un disque qui va venir découper cette partie hein, pour séparer la masselotte. Alors une fois que on a dimensionné la masselotte, donc on l'a vu, on va dans l'ordre d'abord chercher la partie de la pièce, hein, on va décomposer d'abord notre pièce, on va regarder les différents modules de refroidissement sur cette pièce, on va pouvoir identifier l'ordre de solidification, donc la solidification dirigée, en fonction de l'évolution du front de solidification. On va décider du positionnement des masselottes à ce moment-là sur les pièces, hein, sur les parties des pièces. Une fois qu'on aura décidé cela, on va dimensionner la masselotte à la fois sur son module de refroidissement, mais on voit sur ses conditions d'élancement. Et puis ensuite, on a quelques conditions à vérifier. La première, c'est de s'assurer que le volume de la masselotte va pouvoir compenser le retrait du métal liquide sur la partie de la pièce qu'elle alimente. Donc on va vérifier cela avec ici une condition sur le volume de la masselotte qui doit être supérieur ou égal à un coefficient qui est lié au rendement de la masselotte. Alors le rendement de la masselotte, c'est, je dirais, sa capacité à garder la chaleur, fois le retrait volumique de l'alliage qu'on avait vu dans les premiers tableaux, et fois le volume ici de la pièce ou de la partie de la pièce que la masselotte doit alimenter. Voilà. Alors pour le coefficient lié au rendement de la pièce, eh bien, on va considérer d'abord les deux cas sur les masselottes ordinaires, avec ou sans couverte isolante ou exothermique. Et puis les masselottes à manchon et couvertes en produits isolants ou exothermiques, donc qui seront essentiellement celles qui seront borgnes. Voilà, donc à partir de là, vous avez un coefficient qui apparaît là. Les valeurs, vous les avez, hein, les valeurs de retrait, ici dans le premier tableau qu'on avait vu. Ok, donc ça c'est une condition. Si on voit qu'on n'est pas suffisant, bien sûr on va augmenter le volume de la masselotte, tout en gardant son rapport diamètre-longueur. D'accord?
Alors, en calorifugage des maslottes, donc là d'un point de vue technologique, un maslot constitue une réserve de métal liquide chargée d'alimenter la pièce, on l'avait dit. Tout artifice qui aura pour effet d'augmenter les temps de solidification de cette maslotte aura pour conséquence augmenter son efficacité et donc améliorer la qualité de la pièce, réduire son volume permettant une économie par la réduction de la mise au mille. Alors la mise au mille, c'est le rapport entre le volume et même le poids de la pièce en sortie de moule, donc à la fois la pièce, plus son système de remplissage, plus la partie évent, plus le système d'alimentation, et son poids une fois dépouillé de tout cela. Donc bien entendu, on va essayer, alors même si on peut, dans bon nombre de cas, réutiliser la partie, ce qui a été perdu, ça nécessite quand même de devoir dégager tout ce qui est impureté, filtrer les impuretés, puisque on va ramener toujours des petits morceaux de silice à l'intérieur de ces éléments. Donc il va falloir, avant réutilisation, pouvoir filtrer tout cela. Alors les procédés de calorifugage employés en moulage Y30, le Y30 c'est le code normalisé pour la fonderie sable. Dans les suivants. Donc, utilisation de potayage très isolant en forte épaisseur. Alors, le potayage, c'est en fait une projection, hein, c'est la projection de particules isolantes. Donc là, on va utiliser notamment des céramiques qui vont avoir cet effet d'isolation. C'est pas l'isolation à 1 euro, mais presque. Par contre, il y a deux inconvénients, c'est que c'est une projection de particules en poudre, généralement, hein, c'est proche de la poudre, et puis une mauvaise tenue du potayage. Et puis en plus de ça, cette projection, sauf à l'automatiser, la robotiser complètement, on a un petit peu de mal à maîtriser l'épaisseur qui va être déposée. Donc bien sûr, on va être sur des épaisseurs qui tiendront dans des tolérances, hein, mais on aura quelque chose qui sera avec des dispersions assez importantes. On peut avoir également un chauffage local du moule à l'emplacement des maslottes à l'aide de brûleurs à gaz. Donc là, bien sûr, c'est intéressant. Là aussi, un petit peu de variabilité, c'est pas très reproductible. Et puis surtout, c'est inéconomique puisqu'on va apporter de la chaleur supplémentaire, de l'énergie pour chauffer ces brûleurs du gaz, hein, très clairement. Et on va également avoir une chauffe qui est un peu brutale pour le moule, et on aura une usure rapide du moule. Donc, alors sur le procédé Y30, c'est pas trop gênant parce que le moule va être cassé et puis on n'aura plus besoin. Et puis, ça complexifie aussi pas mal le système de coulée. Voilà, donc on va avoir un travail qui sera plus pénible. Et puis on peut avoir aussi des insertions permanentes de réfractaires ou de produits calorifugeants. Donc là, thermiquement très efficace, mais les insertions ne résistent pas toujours bien aux contraintes de démoulage. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans le moule, alors là c'est pour des moules permanents, eh bien, des systèmes réfractaires euh, permanents, donc des inserts hein, qui vont être à l'intérieur de la cavité de la masselotte. Voilà. On va faire la pause ici, enfin la pause, on va s'arrêter là. Je voulais juste savoir si vous avez des questions par rapport à tout ça. Avez-vous des questions? Bon, tant qu'on n'est pas arrivé sur l'application, c'est vrai que c'est pas évident. Ok, donc tout à la fin de votre poli, vous pouvez commencer à y jeter un petit coup d'œil. On se voit pour un groupe en une seule fois, hein, dans la semaine prochaine. Et pour l'autre, alors pour Alexandre, je vais revenir une diapo en arrière. Oui,
Donc on se verra pour l'autre groupe en 2 fois, donc ça sera plus simple en 2 fois parce qu'on commencera le TD, puis vous pourrez continuer un petit peu tranquillement chez vous jusqu'au suivant. Voilà pour cette fois. Est-ce que